bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Madame Marteau, vous êtes conseillère régionale et présidente de l'association Sciences et Action. Je vous invite à venir ouvrir notre soirée. Bonsoir à tous. Bienvenue ici à l'hôtel de région de la région Normandie. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes heureux d'accueillir aussi un Normand ce soir pour cette deuxième conférence des Forums du Savoir. Monsieur Jean-Marc Morisseau, vous êtes professeur à l'Université de Caen-Normandie, président de l'Association d'histoire des sociétés rurales, un des spécialistes français de l'histoire des campagnes, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et vous animez le pôle rural de la Maison de la recherche des sciences humaines de Caen-Normandie avec Philippe Madeleine. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir. J'en profite pour vous annoncer l'ouverture le 7 mars prochain de la nouvelle exposition au PRS qui devient l'Atrium au boulevard de l'Europe à Rouen, rive gauche, une exposition qui s'appelle Explore Mars et qui nous vient en direct de la cité de Toulouse. Place maintenant au loup et à la forêt. Merci à vous d'avoir présenté notre invité ce soir. Donc en effet, Jean-Marc Morisseau, vous êtes historien. Avant de commencer et d'évoquer le thème précis de cette conférence, L'homme et le loup, une guerre de 2000 ans, j'ai envie d'évoquer quelques ouvrages que vous avez écrits sur le loup. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous dire dès maintenant que vous avez ici des livres que M. Morisseau a apportés, donc que vous pouvez venir les consulter, également les acquérir. Et puis, en fin de conférence, il y aura un petit temps d'échange plus intimiste, avec pourquoi pas des dédicaces. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la fin de cette soirée. Alors, votre premier article sur le loup, c'était en 1992, Rage et loup au XVIIe siècle. Et depuis cette date, le loup n'a pas quitté votre histoire, puisque je vais citer quelques autres dates. 2007, Histoire du méchant loup, avec une réédition en 2016. En 2010, Repenser le sauvage grâce au retour du loup. Un peu plus tard, en 2011, L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans. Et puis ensuite, quasiment tous les ans, Sur les pas du loup, Vivre avec le loup hier, aujourd'hui, demain, c'était en 2014. En 2015, Le loup en question, fantasme et réalité. Et puis tout récemment, en 2018, vous avez écrit La mémoire des croquants, un livre paru aux éditions Taillandier. Alors le loup, évidemment, c'est beaucoup de contes, de légendes, d'idéologies, de mythes aussi autour du loup. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir ce soir entendre la parole d'un historien, parce que c'est à travers vos recherches sur des archives, des manuscrits que vous avez pu, depuis ces nombreuses années, aider à faire passer, à faire connaître cette histoire du loup. Alors, avant de rentrer dans cette conférence, j'aimerais vous poser une première question. Comment cette passion pour l'histoire est entrée dans votre vie ? Alors, c'est une passion très précoce. On parle de vocation. Je devais avoir l'âge de 4 ans ou de 5 ans. Et j'étais à l'école maternelle ou peut-être non, c'était la toute première année de l'enseignement primaire. Et je demandais à mes parents comment les premiers hommes étaient apparus, qu'est-ce qu'il y avait avant nous, etc. Et Dieu merci, en cours élémentaire première année, l'instituteur, le maître d'école de l'époque, avec ses belles images d'Épinal, faisait défiler l'histoire de France depuis les Gaulois. Et là, j'étais enfin satisfait et ça n'a pas cessé de continuer. Alors, depuis 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans déjà, vous vous intéressez au loup. Alors, quelle a été cette première rencontre avec cet animal mythique ? Alors effectivement, c'est une rencontre en plusieurs temps. Premier temps, je fais ce qu'on appelait une maîtrise. Aujourd'hui, on dirait un Master 1. En 1977-78, il n'était pas question du loup du tout. Je travaillais sur la population au sud de Paris au XVIe et XVIIe siècle. Et j'ai rencontré des attaques de loups enragés à l'époque. Quand je découvre à Draveil, c'est près de Paris, près de la forêt de Sénart, un bûcheron qu'on a dû abattre au fusil parce qu'il avait été furieux de la maladie après avoir été mordu par un loup enragé, de même que des vachers, etc. Donc j'ai pris conscience que le loup, finalement, pouvait être dangereux. Et puis j'ai laissé cela. Et un deuxième temps, quand je fais ma thèse sur les grands fermiers d'Île-de-France, le loup n'avait pas à être présent là. Mais à un moment donné, en dépouillant des registres dans l'Essonne, je reconstituais des familles de fermiers. Et je tombe sur un acte que vous allez voir tout à l'heure, de 1693, si je ne me trompe pas, ou 92, indiquant que ce jour-là, on est peut-être
le 15 mars, j'en sais rien. Moi, curé, j'ai enterré la tête de. Alors la tête de, je lis très mal, on enterre un corps entier, mais non, c'était la tête de Marie Mignet, petite fille de 8 ou 9 ans, qui était partie garder les vaches dans les bois de Marcoussis, avec ses camarades, hein, bien entendu. Tout ça s'est vu avec beaucoup de témoins, quand elle a été attaquée par un loup qui l'a dévorée, et il ne restait plus que la tête à enterrer. Alors là, je me suis dit, on est à l'époque exacte du petit chaperon rouge. L'image que j'ai d'un méchant loup purement fantaisiste, lié aux contes et aux légendes, a peut-être un brin de réalité. Et puis encore, on continue, 5-6 ans après, quand le loup vraiment tourmentait les éleveurs et les bergers, depuis déjà un bout de temps, je me suis dit, c'est pas normal qu'un universitaire reste tranquillement, confortablement assis dans son enceinte universitaire, qui plus est un spécialiste de l'histoire des campagnes et des paysans, que je suis depuis longtemps, pour laisser, après tout, à l'opinion publique le soin de débattre sur les rapports entre l'homme et le loup. Il faut faire le point. Et j'ai lancé une grande enquête que j'ai commencée moi-même sur toute la France, sur tous les départements, sur toutes les époques. L'Antiquité, le Moyen-Âge, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, tout. Et c'est ainsi que là est arrivée toute une flopée de travaux sur l'histoire du loup, mais en contrepartie quand même, j'ai continué à travailler sur les paysans, parce que je veux voir l'animal, mais également l'homme en même temps. Et comme c'est les paysans qui étaient les premiers concernés, pas uniquement, on le verra, je leur ai été fidèle, bien sûr. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif de votre conférence, Monsieur Morisseau, je vous propose de tester quelques idées reçues. Vous le savez, c'est la nouvelle formule des forums du savoir. Je vais vous poser quelques questions. Les réponses sont simples, par oui ou par non. Nous allons tester des idées reçues que nous avons identifiées avec Jean-Marc Morisseau. Vous avez 2 petits papiers devant vous. Le papier bleu veut dire oui et le papier orange veut dire non. Et donc, je vais vous poser des questions toutes simples. Ce ne sont pas des tests, des examens scientifiques, ce sont justement des idées reçues. Et en quelques mots, en guise d'amuse-bouche à sa conférence, Jean-Marc Morisseau nous donnera son éclairage. Alors, première question. Le loup a-t-il été réintroduit en France? Alors, oui avec le bleu et non avec le orange. Alors, sans l'ombre d'un doute, le bleu est majoritaire, donc vous pensez que le loup a été réintroduit en France. Jean-Marc Morisseau. Alors, c'est pas si majoritaire que cela. Hein. De toute façon, il n'y a pas de problème, le loup, il divisera tout le monde. Hein. Je trouve que c'est divisé. Je dirais il y a 40-45% de rouge et 55% de bleu. On voit déjà votre œil scientifique. Moi, je n'avais pas été si fine. Vous avez raison. J'ai horreur d'aller dans des extrêmes, à vrai dire. Hein, et j'aime bien voir un peu les marges intermédiaires. Alors, évidemment, le loup, sauf spécimens particuliers, pour lesquels je n'ai pas encore de preuves, mais certaines preuves arrivent. En dehors de quelques exceptions, le loup est revenu dans le cadre d'un retour naturel, mais protégé par l'homme. Donc on ne l'a pas ramené en quelque sorte en fourgon pour le libérer sur le sol français, sauf quelques petites exceptions possibles à partir des Abruzzes. Donc je dirais, allez, 90 à 95% des loups sont revenus naturellement dans le cadre d'un retour protégé. Merci pour ce premier éclairage. Le loup est-il une espèce invasive ? Donc le bleu pour le oui, le orange pour le non. Alors je vous laisse donner le pourcentage, Jean-Marc Morisseau. Vous êtes encore très divisé, hein, 55-45 à peu près. Le loup a des capacités d'endurance et d'adaptation exceptionnelles qui lui font fréquenter tous les types de territoires, y compris les villes, bien entendu. Hein. Et donc le loup a une expansion naturelle extrêmement forte. On verra les cartes tout à l'heure, aujourd'hui, mais hier, et vous verrez que des loups, il y en avait partout, partout où l'homme était, en tout cas. Troisième question, est-ce que le loup attaque l'homme ? Et on entend, en plus de voir les papiers se lever, un bruissement. Donc c'est que ces questions suscitent des questionnements du débat.
vous êtes encore très divisé. J'espère quand même, si vous êtes de bonne foi, si vous acceptez en quelque sorte les conclusions de la recherche historique, je pense que vous serez moins divisé après la conférence. Mais peut-être que je vais laisser le montage répondre à cette question. Très bien, c'est une question importante. Allez, la dernière pour ensuite vous laisser entrer dans votre présentation, Jean-Marc Morisseau. Le loup, une passion française. Est-ce que ces rapports conflictuels entre l'homme et le loup sont spécifiques à la France? Alors, rouge, c'est oui? Non, orange, c'est non, et le bleu, c'est oui. Un peu des deux. Là, le orange, quand même, je vois plus de orange. Oui. Effectivement, mais vous êtes quand même un peu divisé, mais moins. Ce n'est pas un problème hexagonal. Hein. Le loup n'est pas un mâle français. Hein. D'abord, le loup refuse les frontières, il va partout, et les questions que le loup pose à l'homme en France aujourd'hui, les problèmes qu'il a posés dans le passé, on les retrouve à l'échelle du continent ou du subcontinent européen, en tout cas. C'est plutôt un problème de continent qu'un problème de pays. Alors, ces 4 questions ayant été posées, maintenant je sais que vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur ce loup, ces rapports entre l'homme et le loup, 2000 ans, une guerre de 2000 ans. Alors, Jean-Marc Morisseau, je vous laisse faire votre présentation. Évidemment, à partir de 21h, la place sera laissée aux échanges, donc n'hésitez pas à noter vos questions. Pour les personnes qui nous suivent en streaming sur Internet, vous pouvez également envoyer vos questions, et puis on aura ce temps, une demi-heure d'échange avec vous, Jean-Marc Morisseau. À vous la parole, et je pense qu'en régie, on devrait assurer la bascule. Voilà, c'est fait. Si vous voulez bien voir, en quelque sorte, le diaporama. Alors, il est question d'une histoire entre l'homme et le loup, mais cette histoire, elle est conflictuelle, y compris aujourd'hui, puisque vous venez d'en administrer la preuve, vous êtes loin d'être d'accord sur les 4 ou 5 questions qui ont été posées à propos de la place du loup. Eh bien, c'était évidemment le cas depuis l'Antiquité, et la tension était telle qu'on peut parler d'une véritable guerre de 2000 ans, que je voudrais vous exposer à partir d'une enquête qui remonte à 2002 et dont les étapes apparaissent derrière moi, sous 3 volets. Le premier volet, les enjeux fondamentaux, qui va nous retenir quand même, puisque ça va répondre à vos questions. Le deuxième volet, voir un peu un tour d'horizon spatial, dans lequel je n'exclurai pas la Normandie, mais mon propos il est beaucoup plus général aujourd'hui. Enfin, un troisième volet, les réponses de la société et des pouvoirs publics à l'égard du loup. Je voudrais vous les montrer, notamment du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Donc, premier volet, en quelque sorte, mais pourquoi donc ne pas laisser le loup tranquille, hein? Pourquoi donc les sociétés européennes, depuis 2000 ans au moins, sont intervenues? La première raison, c'est que le loup est une espèce effectivement invasive qui va dans tous les territoires. Et la carte que j'ai faite en 2014-2015, c'est pas si vieux que ça, montrait que la moitié des départements étaient déjà concernés par la présence du loup à l'est d'une ligne qui allait de Sedan à Pau, avec des départements où il y avait des attaques en série sur le bétail qui posaient évidemment des dommages considérables quelquefois à la population des éleveurs. À droite de cette carte, les cartes plus récentes de 2017 puis 2018 teintent encore davantage la France, si bien que, à part quelques départements, et ils sont rares, hein, on voit que ça se rétrécit en peau de chagrin, le loup a été observé dans maintenant 87 à 90% des départements français. Mais c'était bien loin de ce qu'il atteignait il y a 2 siècles et demi, à la fin du XVIIIe siècle, quand on peut faire une carte des loups qui ont été abattus officiellement pour bénéficier d'une prime. J'y reviendrai. On peut considérer qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand on donnait à peu près 5 à 6 000 primes par an, par année,
la population des loups se situe autour de 15 à 20 000. Et quand on localise et qu'on cartographie les primes, tous les départements français sont concernés, même si certains départements, on pense notamment au département de l'ancienne Basse-Normandie, sont moins concernés par la présence du loup pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir. En revanche, des départements comme ceux de la Bretagne sont très concernés parce qu'évidemment, c'est un point d'arrivée des loups qui venaient de l'Europe centrale notamment et qui ne savaient pas nager, évidemment, même si on a pensé à un moment donné leur apprendre à nager pour aller un peu rééquilibrer notamment la balance du commerce avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre avait éradiqué tous ces loups et évidemment les moutons pouvaient tranquillement paître à l'air libre sans aucune menace quelconque. Et dans ces conditions, la toison des laines anglaises surpassait celle des laines françaises sur le marché international. Alors à l'époque de Louis XIV, Colbert, ça l'intéressait. Il avait eu un projet de rapatrier quelques loups en Angleterre, et puis c'était resté là. Et à l'époque de Napoléon également, celle du blocus continental, on a aussi imaginé qu'à fond de cale, on pourrait très bien aller donner aux Anglais quelques-uns de nos loups. Mais en dehors de ces épisodes qui n'ont pas eu de suite, on voit bien que des départements comme le Finistère ou les Côtes-d'Armor sont véritablement très concernés. De même, pour aller très vite, les départements liés à la Bourgogne, à la Lorraine, constituent une sorte de hub ferroviaire, de grands carrefours d'arrivée des loups qui viennent de l'Europe du Nord, de l'Europe du Centre, avant d'aller s'essaimer vers la France centrale ou la France méridionale. On a des départements qui sont davantage concernés. Je n'ai pas le temps de détailler ici. Il y aurait toute une étude géographique, de géographie historique à vous donner pour expliquer les différences que l'on a. Retenez en tout cas qu'à part la Corse, encore une fois, il n'y avait pas de loups en Corse, parce que les loups ne savaient pas nager. En dehors de la Corse, tous les départements français ont été concernés. Mais ces départements, c'est villes et campagnes, et on a une image un peu convenue, laissant entendre que les villes étaient indemnes. Alors j'ai voulu vous montrer que Paris avait reçu la visite des loups. Alors, il y a eu plusieurs époques, et vous savez tous que des loups ont dévoré des enfants et des femmes à Paris en 1431-1436, mais vous direz c'est très ancien, c'est le Moyen-Âge, c'est bien normal, ça ne nous concerne pas. En revanche, le loup est resté bien longtemps autour de Paris. Louis XIV avait chargé son fils, le grand dauphin, de faire des chasses au bois de Boulogne pour exterminer les derniers loups qui y étaient. Et d'ailleurs, les aristocrates de Paris, les dames de la cour, se donnaient rendez-vous au bois de Boulogne pour voir le grand dauphin chasser le loup. Mais ça n'a pas suffi, puisque le loup est quand même une espèce très endurante. Et au XIXe siècle encore, à l'époque de l'Empire, j'ai découvert tout récemment, en 1813, une meute de loups qui, sans doute, était établie en forêt de Bondy et qui essaimait entre la forêt de Bondy et puis les portes de Paris. Et on a toute une documentation sur cette meute de 1813. Juste pour vous dire que le loup n'est pas qu'un problème de montagne ou qu'un problème de campagne, mais le loup peut également avoir des résonances en ville jusque dans la capitale. Alors, de loup, de quoi s'agit-il ? Évidemment, on a ici, aujourd'hui, l'image d'un loup italique qui est assez fragile, assez chétif, assez craintif. Il faut bien voir que, jusqu'au XIXe siècle, une grande partie des loups français, d'origine d'Europe centrale, étaient plus proches des loups des Carpates. Et là, je vous ai donné, à travers des primes de chasse, établies au XIXe siècle pour l'essentiel, mais quelques-unes au XVIIIe siècle, des poids vifs de loups. Hein. Dans la littérature que vous compulsez, on vous apprend que les mâles ne dépassent pas 50 ou 60 kilos. Il faut aller dans les Carpates pour trouver des spécimens très rares qui font 70 ou 80 kilos. Je vous ai fait une liste ici quand même de loups importants. Hein. On a 30 spécimens qui vont de 50 à 100 kilos. Le mâle le plus important, tué dans les Hautes-Pyrénées, faisait 98 kilos, plus lourd qu'un loup des Carpates en 1883. Il ne faudrait pas généraliser ces exemples. Hein. Je les donne juste pour vous dire que, dans le passé, il y a eu des loups beaucoup plus corpulents que ceux auxquels on est habitué aujourd'hui. Si vous dites à un écologue ou un éthologue que des loups peuvent peser en France 80-90 kilos, il vous rira au nez, alors que l'historien vous dira c'est faux, il y en a eu. Hein. Et d'ailleurs, depuis ma conférence, l'un de mes étudiants a trouvé même une louve de 100 kilos. Hein. Donc on arrive à la... Évidemment, au fur et à mesure de la recherche historique, hein, c'est un état que je vous donne, tout se complète et se confirme.
Alors, le problème du loup, en dehors de sa stature, de son ubiquité, c'est que ce loup, évidemment, il est d'abord l'ennemi du bétail et d'abord du menu bétail. Le fait que le loup attaque les troupeaux de moutons est récurrent, on le voit aujourd'hui, c'est l'un des problèmes principaux du loup en France. Ce problème, on le connaît depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, au moins, et la littérature, l'iconographie, l'histoire s'en portent les garants, surtout que vous le savez, que quand des loups attaquent des troupeaux ovins, eh bien, il y a une sorte de stress qui est déclenché au sein du troupeau, qui pousse le loup à tuer beaucoup plus d'animaux qu'il en a besoin. C'est le surplus killing. Je n'y reviens pas, les éthologues connaissent bien ça. Les moutons, c'est une des seules catégories animales pour lesquelles les victimes seront plus importantes que la prédation nécessaire du loup. Ce qui crée des traumatismes, de toute façon, évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, parmi les bergers et parmi les éleveurs. Mais ce qu'on a oublié un peu, c'est qu'en dehors, des 100 000 moutons et chèvres qui chaque année disparaissaient sous la dent du loup, jusqu'au début du XIXe siècle, il y avait 9 à 10 000 bovins. Donc là, des vaches, des génisses, des veaux. Et ce tableau que vous avez derrière moi vous montre des vaches qui sont défendues par leurs taureaux d'attaque de loups. Évidemment, il n'avait aucun sens s'il n'avait pas correspondu à des réalités ordinaires que l'historien voit comme une banalité. Et puis les chevaux, hein, on oublie également, alors on a vu que exceptionnellement aujourd'hui, des loups peuvent attaquer des centres équestres et tuer des poulains ou des juments, et là ça alerte un peu l'opinion. C'est évidemment ignorer complètement que au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle, il y avait 5 à 8 000 équidés, chevaux, mulets, mules, juments, poulains évidemment, qui étaient dévorés par des loups. À telle enseigne, je fais quand même une parenthèse, qu'il y a ici un impact qui dépasse le cas de l'agriculture. En effet, pour les vaches, il faut bien voir que les gens des villes, quand ils avaient un peu de capital, ils plaçaient leur argent. Alors, excusez-les, ils ne connaissaient pas le livret A qui n'existait pas. Le livret A, jusqu'au XIXe siècle, ça s'appelait le bail à cheptel. C'est-à-dire qu'on achetait une vache qu'on donnait à un agriculteur aux portes de la ville, enfin, portes à 10 km, 20 km, et chaque année, on avait droit au veau, au beurre et à un certain nombre de revenus. Si le loup venait à tuer la vache, évidemment, cela dérangeait un peu aussi les habitants des villes, et pas uniquement ceux des campagnes. On l'a oublié. Et en ce qui concerne les chevaux, eh bien, les chevaux n'avaient pas qu'un rôle en agriculture, vous le savez. Ils avaient un rôle dans l'industrie, notamment pour animer les forges. Or, les forges industrielles, jusqu'en 1840, sont souvent paralysées par les attaques de loups. Et on a des maîtres de forge qui, en 1830, en 1840, dans plusieurs départements français, demandent au ministère de l'Intérieur d'accélérer les battues aux loups parce que leurs travaux se sont interrompus, parce que les loups ont dévoré les mulets, les chevaux qui convoient le charbon, qui convoient le bois, qui permettent évidemment de faire fonctionner les forges. Donc, on voit bien que, au-delà des moutons et des chèvres, en s'attaquant aux vaches, en s'attaquant aux chevaux, le loup perturbait, jusqu'au XIXe siècle, des pans entiers de l'économie. Alors de cela, les maires étaient évidemment conscients. Et au XIXe siècle, quelquefois, ils s'associaient, comme ceux de Deux-Sèvres ici, ils sont quand même 15 à faire une pétition auprès du comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur de Napoléon Ier, pour lui dire, écoutez, les loups, depuis qu'on en interdit la chasse, se sont multipliés dans les bois, et tous les jours, ils détruisent des bœufs, des vaches, des génisses, des chevaux, des juments, des mules, des mulets, des moutons, etc., ce qui cause un tort considérable, évidemment, aux cultivateurs, etc., ce qui les perturbe, ce qui aggrave leurs conditions de vie, et ce qui rend économiquement non rentables leurs activités. Et puis après tout, ces gens-là doivent payer un impôt, ils n'auront plus les moyens de payer l'impôt. Donc, s'il vous plaît, intervenez contre le loup. Et puis, il y a un dernier élément qui est un tabou aujourd'hui, comme circuler, il n'y a rien à voir, on n'en parlera pas, c'est une légende. Remarquez, j'étais un peu dans cet esprit-là quand j'ai travaillé sur le loup. Pour moi, le petit chaperon rouge, c'était uniquement un personnage de conte. Eh bien, je dois dire que, et je vais très vite, j'ai dû évidemment faire machine arrière avec l'accumulation des preuves, des documents de toute nature, de toute époque, de toute origine, qui me montraient l'inverse. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que
Que le loup puisse attaquer l'homme, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que tous les loups attaquaient l'homme, loin de là. Il n'était qu'une petite minorité à le faire, mais quand il y avait 10 à 15 000 loups sur le territoire, si simplement 1% attaquait l'homme, cela veut dire qu'il y avait 100 à 150 loups qui, chaque année, pouvaient dévorer ou blesser des hommes. Et ça à toute époque. C'est pour ça que derrière, je fais passer des monnaies gauloises avec des louves qui dévorent des enfants, pour vous montrer que, quelles que soient les époques, on a des documents qui prouvent que le loup peut attaquer l'homme et le dévorer. Il ne faut pas attendre l'ère chrétienne, il ne faut pas attendre les curés, entre guillemets les curés, selon en quelque sorte le dénigrement que certains milieux protecteurs de la nature et de l'homme donnent aux historiens pour dévaloriser une partie de leur documentation. Il ne faut pas attendre le Moyen-Âge pour que le loup soit dangereux pour l'homme. On a des stèles gallo-romaines en l'honneur d'enfants dévorés par des loups. On a des statues romaines de louves qui dévorent des enfants, et là, des monnaies gauloises, pour m'en limiter là. Mais bien entendu, c'est à partir du moment où l'administration se développe, c'est à partir du moment où l'écrit se généralise, que les preuves commencent à abonder. Et parmi ces preuves, c'est l'identification des victimes de loups. Je vous parlais tout à l'heure de cette petite Marie Mignet. Vous voyez, c'est en 1693, à Saint-Jean-de-Bourgard, à 20 km au sud de Paris, qu'on enterre sa tête, une partie de sa tête, dans les bois de Marcoussis dévorés par les loups. Elle gardait les vaches. Et là, c'est cet acte-là qui, pour moi, était le deuxième déclencheur, en quelque sorte, de l'intérêt pour le loup. Alors, des actes de ce type, en faisant un travail approfondi, à l'échelle de la France, des centaines et des milliers ressurgissaient. Des milliers de rédacteurs de l'état civil, au moment de l'enterrement, signalaient comme ici, et nous ne sommes plus en région parisienne, dans la Drôme, qu'en 1734, on inhumait une partie du corps d'un petit garçon tué par un loup carnassier. Alors attention, un loup carnassier, ça ne veut pas dire qu'il y a des loups végétariens d'un côté et des loups carnivores d'un autre côté. Non, mais je dis ça parce que on est dans un forum de science ici, et beaucoup, dans notre opinion publique, considèrent que n'importe qui peut s'improviser historien. Parce que notre discipline, elle est ouverte à tous. On peut la comprendre, quelle que soit sa formation. Et donc, de là à pouvoir écrire des livres en histoire ou à utiliser l'histoire au service d'une idéologie, ça va très vite. Un loup carnassier, le mot carnassier, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, ne veut pas dire carnivore, veut dire amateur de chair humaine. Donc, ce petit détour simplement en linguistique me paraît important pour que vous voyez que les termes et les réalités n'ont pas le même sens selon les époques auxquelles on a affaire. Donc là, ce petit Pierre Gontard, donc, il n'en est pas resté grand-chose. Et puis, on a même des cas extrêmes. Évidemment, le loup ne laisse pas toujours une partie du corps à enterrer. Et la victime ou les ossements qui en restent n'ont pas toujours été retrouvés. Parce que le loup, en général, son intérêt, c'est de s'enfuir au plus profond d'une forêt, dans un endroit inaccessible, pour pouvoir satisfaire sa prédation. Mais là, ici, dans l'Isère cette fois, à Primarette, l'un des rédacteurs de ces registres, l'un des curés, avait marqué des têtes de loups menaçantes à chaque fois qu'il y avait mort d'enfants liés à un loup. Et il a poussé le vice, j'allais dire, jusqu'au bout, jusqu'à signaler ici que le 19e mars 1752, pendant la messe, un loup a emporté Marianne Boindrieux, âgée de 3 ans, c'est classique, fille légitime, etc., sans qu'on ait trouvé aucun reste de son corps. Donc il n'avait aucune raison de faire un acte de sépulture, puisqu'il n'y avait même pas la tête à enterrer. Il n'y avait même pas une jambe à enterrer. Mais comme il voulait mettre en garde ses successeurs pour qu'ils exhortent les parents à faire attention à leurs enfants et à les protéger, il a voulu tout consigner. C'est très intéressant parce que ce curé nous donne à Primarette, en gros, dans ce village-là, il y a une dizaine d'enfants dévorés par des loups, plus dont on trouve la tête, une partie de corps, etc. Et il y en a une où on ne retrouve rien. Donc on a une sorte de proportion intéressante, vous le voyez, de 5%, qu'il faudrait peut-être rajouter aux autres, parce que c'est exceptionnel ces actes-là. En général, quand on ne retrouve rien, il n'y a pas d'acte. Donc l'historien est en principe condamné au silence. Pas entièrement, vous le voyez. Et puis ça se poursuit. Au XIXe siècle, après la Révolution, ce tableau vous montre que la menace existait vraiment
et on a ici un petit garçon qui défend son frère attaqué par un loup. Et il est vrai, l'historien que je suis ne peut que constater que c'est l'année où Grenier de Saint-Martin fait cette composition. Il y a dans le département de la Côte d'Or, notamment, mais il y en a d'autres, il y a 4 départements, des attaques sur l'homme. En gros, il y a une quinzaine, une vingtaine d'enfants qui sont dévorés par des loups. Et là, c'est les maires, cette fois évidemment, qui en font état. Certains maires, d'ailleurs, vous le voyez, font la liste des enfants qui sont dévorés dans leur commune par les loups. Donc, j'ai parlé des curés, des prêtres, bien entendu. Maintenant, je parle des officiers d'état civil et des maires qui, à une époque où le loup est encore présent, effectivement, établissent, comme ici dans l'Ardèche, des listes, en quelque sorte, des enfants qui ont été attaqués et mangés par les loups. Et puis, je pourrais continuer longtemps, on a des actes de décès. Alors, en principe, après la Révolution, à la différence des actes avant la Révolution, l'acte de décès est plus bref, il est normatisé. Or, quelques mères quand même, traumatisés quand même par les attaques de loups qui ne laissent qu'une partie des enfants à enterrer, expliquent que l'enfant qui est mort, eh bien, il est mort parce qu'il avait été attaqué par un loup. C'est très intéressant, là, je vous en ai donné quelques-uns, mais on a des dizaines d'actes de décès de mères du XIXe siècle. Et puis, la recherche, elle progresse tout le temps. Hier, j'ai retrouvé un autre type d'acte, d'ailleurs, c'est un procès verbal judiciaire qui montrait qu'en 1668, c'est pas le 16 août, mais le 13 août, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier, eh bien, près de Melun, à Vaux-le-Pénil, 2 loups s'étaient introduits dans un village à 8 h le soir et avaient ravi une petite fille qui mangeait sa part de gâteau à côté de sa maman, et son père était à côté, mais il gardait son garçon de 5 ans dans les bras. Et un deuxième loup a attaqué le garçon de 5 ans. Le père a réussi à chasser le deuxième loup, mais pendant ce temps-là, le premier loup a réussi à prendre la fillette de 3 ans, et rassurez-vous, il est resté quelques restes, c'est-à-dire les habits ensanglantés. Et là, ce n'est pas un acte de décès, mais il y a un procès verbal qui est établi, et la justice vient enquêter, en quelque sorte, vis-à-vis de ce traumatisme, évidemment, au village, qui va marquer, évidemment, les esprits. Donc, je n'insisterai pas, on aurait bien d'autres catégories de sources, administratives, médicales, littéraires, etc., à ajouter à l'état civil, à l'iconographie, ou bien aux actes judiciaires, pour montrer, évidemment, que finalement, j'avais tort, le loup, mangeur d'hommes, n'est pas un personnage de conte, mais Perrault a une très bonne idée, on va le voir, quand il écrit Le Petit Pousset et surtout Le Petit Chaperon Rouge, c'est au paroxysme des attaques de loups sur les enfants. Ces années-là, ce n'est pas 10 ou 15 enfants qui, chaque année, sont dévorés par des loups, c'est 100 à 500 enfants. Donc là, il était sûr de rencontrer dans les villes un public très intéressé par ces contes, puisque ces contes correspondaient aussi à des réalités que chacun pouvait palper du doigt. Et en plus, tout tranquillement, parce que les lecteurs étaient en ville, ne couraient pas de risque. C'était la piétaille des paysans de la campagne, les croquants, bien entendu, qui étaient les victimes de ces loups. Donc c'était tellement plus amusant de pouvoir faire peur à sa petite fille au coin de la cheminée dans les villes, à propos des fillettes de la campagne qui se faisaient dévorer, ou des garçons, rassurez-vous, il n'y a pas que les fillettes, par des loups. Telle était la société d'Ancien Régime. Alors, si on fait une cartographie maintenant de l'état des lieux, j'en étais à 17 000 victimes humaines le 5 janvier 2016. Maintenant, j'en suis à plus de 18 000 d'ailleurs. Et j'ai pu localiser un certain nombre de ces victimes. La majorité, la carte de France vous montre que la quasi-totalité des départements sont concernés. Encore que l'enquête n'est pas finie, on pourrait augmenter ces chiffres, bien entendu. Mais ce que vous voyez, c'est que ce ne sont pas les montagnes, les Pyrénées, les Alpes, qui sont les régions les plus dangereuses, en quelque sorte, mais le Val-de-Loire, la région parisienne, la Bourgogne, la Bretagne, des régions où les rencontres avec l'homme sont plus importantes, parce que les hommes, et en particulier les femmes et les enfants, jouent un rôle très important dans l'agriculture, et il y a des rencontres fatales qui, évidemment, se produisent en plus grand nombre. Alors, on a parlé parmi ces loups dévoreurs d'hommes, à l'extrême, de bêtes, la fameuse bête du Gévaudan. Afin de ne pas rester uniquement cantonné dans un discours ultra-localisé sur la bête du Gévaudan,
je vous ai fait figurer derrière moi, à ma connaissance, en l'état de ma recherche, l'ensemble des bêtes qui avaient sévi. Alors, c'est quoi une bête? Une bête, c'est un animal qui sort de sa condition biologique pour attaquer l'homme. Parce que, dans l'ordre de la nature, voulu par Dieu, et qui remonte à l'Antiquité d'ailleurs, l'homme est supérieur à toutes les autres bêtes, mais à tous les autres animaux. Mais si un animal vient à être dangereux pour l'homme, ce n'est plus un animal, il devient, au sens littéraire, une bête. Si bien, alors, en général, ce n'est pas le loup qui dévore 2-3 enfants, c'est un loup qui dévore une dizaine d'enfants, une vingtaine d'enfants, une trentaine d'enfants, une centaine d'enfants, 200 enfants et autant de femmes. Là, on a vraiment des bêtes. C'est-à-dire que ce n'est pas un, c'est souvent 2 ou 3 loups qui sont déviants en quelque sorte et qui ont considéré que finalement c'était plus facile, ils avaient entièrement raison, d'attaquer des enfants et des femmes que d'attaquer finalement des vaches ou des chevaux. Et il est vrai qu'imprégnés par la consommation humaine, tant qu'ils ne sont pas éradiqués, ils reviennent évidemment là-dessus. Infime minorité, je ne sais pas, 0,2% des loups, mais évidemment ça a existé et ça a marqué la plupart de nos campagnes. Et donc la baie du Gévaudan, dans ces cas-là, je suis désolé pour elle, elle perd un peu de sa spécificité. Avant elle et après elle, il y en a eu d'autres. Donc, il ne faut pas avoir en quelque sorte une vision monocentrée, j'allais dire, des choses. Alors si on regarde maintenant, à travers les siècles, par période de 10 ans, les attaques de loups, on doit absolument distinguer 2 types d'attaques. D'une part, à gauche, les loups dont j'ai parlé, qui sélectionnent leurs proies parce qu'elles sont très faibles, très accessibles, évidemment, parce que la réussite de la prédation est assez avantageuse. Et donc, c'est les loups prédateurs. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que c'est très inégal selon la documentation, je ne l'ignore pas, mais qu'il y a des époques plus favorables aux attaques de loups, notamment à la fin du règne de Louis XIV, entre 1680 et 1700. Et on a là un paroxysme avec plusieurs centaines de victimes par an, dont dans la base de données que j'ai collectée à Caen et que vous pourrez consulter sur Internet, c'est le site Hommes et Loups. Bien entendu, vous allez faire exploser le compteur ce soir, en retour de la conférence, en vérifiant ce que j'ai dit. Hommes et loups, sur Google, vous tombez sur le site, première page, première ligne, même un myope ne peut pas ignorer ce site. Et vous tombez dessus, et vous vérifierez par vous-même, puisque là, il y a toutes les sources, tous les départements, toutes les victimes, puis tous les autres faits sur le loup, notamment les primes de chasse, qui y sont, avec les sources d'archives, les transcriptions et les vérifications, tout cela pour que vous puissiez, par vous-même, vous faire votre opinion et vérifier. Donc, on le voit, c'est à l'époque du petit chaperon rouge et du petit pousset, 1690-1700, qu'il y a une recrudescence d'attaques de loups sur l'homme, mais ça se poursuivra après la baie du Gévaudan jusqu'au XIXe siècle, jusque dans les années 1820-1830, d'où le tableau que j'ai montré tout à l'heure. À droite, en revanche, autre comportement, c'est le loup enragé. Le loup enragé, lui, victime de la rage, en quelque sorte un comportement déviant, complètement. C'est-à-dire que dans la phase furieuse de la maladie, il se jette sur tous les êtres vivants qu'il rencontre. Il ne sélectionne pas, il ne choisit pas. C'est un malgré lui, si vous voulez. Encore plus terrifiant que le loup prédateur, parce que avec la puissance de sa mâchoire, 200 kg par centimètre carré, 2 fois plus que le chien, il crée des morsures terribles, notamment au visage et aux parties, aux mains, aux jambes, etc., qui crée des blessures très violentes, quelquefois mortelles, et qui est très difficile à soigner. Et quand on arrive à les soigner, après des souffrances terribles de la part des victimes, la rage, le virus, se met dans le système nerveux et entraîne une maladie épouvantable, au bout de laquelle, quelquefois, on étouffait les malades ou on les abattait au fusil, comme je l'ai vu donc à Draveil lors de ma première... mon premier article. La rage, c'est vraiment terrifiant. Alors la rage, il faut bien distinguer, c'est tout à fait différent. On voit qu'il y a une période très importante, notamment pendant la Révolution, pendant l'Empire, à l'époque de Louis XV également, et moins avant. Mais il est vrai qu'avant, je n'ai pas le temps de le détailler, ma documentation sous-estime sans doute une partie de ces loups enragés. En tout cas, c'est très différent, même si dans la mémoire collective, on a rassemblé le tout. Il faut quand même, en tant que scientifique, distinguer, ça n'a rien à voir. Même si, effectivement, ça ne crée pas un élément de sympathie extraordinaire entre l'homme et lui.
Alors, il faut distinguer également, si on regarde mois par mois comment se passent ces attaques. Pour le loup enragé, on le voit, c'est la courbe en petit pointillé qui va vers le bas. Tous les mois de l'année sont concernés, il n'y a pas véritablement de différence. En revanche, la courbe noire foncée que vous voyez monter vers le mois de juillet en haut, c'est la courbe des attaques mois par mois des loups prédateurs. Et là, c'est très différent. Elle est extrêmement rassurante au point de vue scientifique parce qu'elle est très homogène, elle est très lissée, et à chaque fois qu'on rajoute 100 cas ou 1000 cas, elle continue à se lisser, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que l'hiver, il n'y a quasiment pas de danger. Et en revanche, ces attaques se produisent au printemps, au début de l'été. On a vraiment là un mouvement pendulaire extrêmement fort que l'on va voir du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle dans toute l'Europe. Ce n'est pas propre à la France. Mais si vous mettez ce mouvement en relation avec les activités prédominantes de l'Europe jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire les activités agro-pastorales, tout s'éclaire. Regardez. Pendant l'hiver, alors que les enfants et les femmes, évidemment, sont à l'intérieur, évidemment, aux activités domestiques, alors que la plupart des animaux sont rentrés dans les bergeries ou dans les vacheries, il y a très peu d'attaques. D'autant plus que c'est le moment où on fait des battues au loup et où le loup se sait menacé par l'homme, puisqu'il n'y a plus de feuillage, il est facilement visible, il n'y a pas de gros travaux qui empêchent les chasses au loup, et il y a des chasses au loup. En revanche, que le printemps arrive, que les troupeaux commencent à se disperser dans les champs et les pâturages, surtout aux portes des forêts, que les femmes et les enfants, en tant qu'aides familiaux, viennent aider leurs parents aux tâches agricoles, que les feuillages, évidemment, redeviennent en quelque sorte plus drus. Et à ce moment-là, les loups deviennent beaucoup plus audacieux. Et leur audace culmine à un moment, c'est-à-dire le mois de juin ou le mois de juillet, où la hauteur des seigles, qui est la culture principale, ou bien des mélanges de seigles et de froment, est telle que les loups peuvent s'aventurer dans les champs également, sans se faire voir, et à un moment où on ne les chassera pas, parce qu'il est impensable de faire des battues au loup, alors que les récoltes, qui sont très faibles, à peu près 10 quintaux à l'hectare, hein, au maximum, alors qu'aujourd'hui c'est 8 à 10 fois plus, interdisent de faire ces chasses au loup. Et c'est en même temps le moment où les louves mettent bas, on mise bas, et les louveteaux réclament une nourriture supplémentaire. On comprend, dans ces conditions, qu'un certain nombre d'éléments disperseurs au sein des meutes puissent s'attaquer beaucoup plus impunément à l'homme. Et au mois de juin, au mois de juillet, tout culmine. En revanche, quand les gros... Et en plus, il y a le pastoralisme, évidemment, qui essaime également les hommes et les animaux dans les pâturages. Après les récoltes, après les vendanges, après la rentrée en estive, tout s'inverse. Et donc, on a un cycle extraordinaire. Grâce au loup, on a en quelque sorte un décalque extraordinaire des activités agro-pastorales dans l'Europe pendant au moins 5 à 6 siècles. Et puis, si on regarde la pyramide des âges des victimes, on voit que finalement, tout les oppose. S'il s'agit de loups prédateurs, sur des cas très importants, et encore aujourd'hui j'en ai davantage, on voit qu'il y a davantage de femmes que d'hommes, enfin un peu davantage, mais surtout des enfants entre 5 et 15 ans qui constituent la cible privilégiée des loups prédateurs qui choisissent au sein de l'humanité effectivement les éléments les plus vulnérables. En revanche, le loup enragé, rien de tel. Lui, il ne contrôle pas ses attaques. Et donc, quiconque a le malheur de se trouver sur son passage, qu'il ait 60 ans ou 15, qu'il soit un homme ou une femme, peut être victime. Et comme il y a plus d'hommes d'ailleurs, et surtout plus d'hommes qui osent riposter au loup, voire se sacrifier pour arrêter le carnage qu'un loup enragé peut provoquer au sein d'une population, il y a davantage d'hommes, cette fois, qui sont concernés et qui sont victimes que de femmes. Alors si on regarde maintenant la sociologie des victimes, elle est très intéressante parce qu'on voit que pour le loup prédateur, ce sont surtout des petits bergers, des petits pâtres qui sont concernés. D'abord, c'est le secteur agricole, les domestiques agricoles et les bergers, bien entendu, mais surtout des enfants qui gardent des bovins, des bêtes à cornes, comme on disait, évidemment, qui pouvaient se défendre davantage et vis-à-vis desquels le berger était une cible beaucoup plus facile. Donc le loup prédateur, c'est le loup d'Ancien Régime, si vous voulez. Il respecte la noblesse, il respecte le clergé, il s'en prend qu'aux éléments les plus pauvres du tiers-état. C'est un révélateur de la société rurale. En revanche, le loup enragé, c'est un loup révolutionnaire, un loup jacobin.
Lui, pas de différence. C'est un loup égalitaire. Si on a le malheur de se trouver devant lui, qu'on soit puissant ou misérable, on aura la même destination. Et c'est extrêmement intéressant, parce qu'avec le loup enragé, on a un portrait de toutes les catégories qui peuvent circuler dans les campagnes et se trouver là au mauvais moment. Donc, je me dépêche, un tour rapidement de France. Toutes les régions françaises ont été concernées. Alors là, je vais prendre le cas des attaques de loups sur l'homme, puisque c'était un sujet tabou. Je reviendrai sur le bétail après. Là, je vous montre que le loup ne connaît pas les frontières. Entre la Suisse et la Savoie, à l'époque qui n'est pas française, eh bien, il y a des vagues d'attaques de loups au milieu du XVIIIe siècle, 40 à 50 morts et 20 à 30 blessés chez les enfants, surtout. Et on voit qu'elles se situent de part et d'autre du Vache et du Jura, mais qu'elles vont jusqu'en la Suisse. Et donc, il faut coordonner les efforts entre la Suisse et puis la Savoie pour y mettre fin. En Massif central, avant la baie du Gévaudan, on a un premier foyer d'attaque qui se trouve, vous le voyez, près de Brioude, d'abord, avant un deuxième dans le Velay, qui fait à peu près autant de morts quelques années plus tard. Tout se passe comme si, après des chasses intempestives, les éléments les plus dangereux avaient été déplacés d'une région vers une autre. Un petit clin d'œil à la Normandie, pas loin d'ici. Voici une des bêtes, en quelque sorte, dévorantes, c'est-à-dire un ou deux loups, qui ont fait quand même 20 à 30 victimes également, le long de la vallée de l'Eure. Là, je vous ai cartographié les victimes qui apparaissent, nommément désignées, à travers les témoignages dont on dispose, notamment dans leurs actes d'inhumation. On a tout un secteur qui montre, il y avait peut-être un ou deux ou trois loups. Ce n'est pas des hordes de loups, c'est des individus isolés en général, qui sont concernés. Autre exemple, à la frontière de 3 départements, au XIXe siècle, des attaques de loups sur les hommes, bien renseignés parce qu'on est au XIXe siècle et que, rassurez-vous, il y a des fois, l'attaque, elle échoue, et l'enfant, il a simplement une partie de sa chair qui est dévorée et il va survivre. Donc, évidemment, il va être le témoin visuel, en quelque sorte, de ces attaques jusqu'à sa mort naturelle, 50 ans ou 60 ans plus tard. Et puis, il y a ceux qui ne résistent pas, qui sont d'ailleurs dévorés dans la gueule du loup. Alors, ça pousse les parents à demander au maire de faire une battue. Mais dans notre système très jacobin, hiérarchisé, etc., que vous connaissez tous aujourd'hui, pour que le maire puisse faire une battue, il doit avoir l'autorisation du sous-préfet. Donc on demande au sous-préfet l'autorisation. Mais le sous-préfet ne peut pas s'engager sans le mot du préfet. Donc on va demander au préfet d'intervenir. Alors vous voyez que si dans l'Ardèche, une dizaine d'enfants sont dévorés, les maires de 4 communes interviennent, demandent une battue au loup. Le temps qu'elle remonte à la préfecture et qu'elle redescende, les loups ont tout le temps d'aller du côté du Gard, ou dans le Gard, à ce moment-là, le même processus va avoir lieu. Les parents sont terrorisés, il y a une dizaine d'enfants dévorés, on demande au maire d'intervenir, les maires demandent au sous-préfet, qui demande au préfet, etc. Et puis, pendant ce temps-là, les loups iront en Lozère, où les mêmes drames vont se produire. Donc le loup ne connaît pas de frontières. Et surtout, il est puissant là où le dispositif humain est le plus lâche. Là où les zones de faiblesse dans l'occupation du territoire par l'homme sont évidentes, le loup peut s'insinuer. Et puis, je parlais de Paris. Regardez, en 6 mois, 250 loups tués en 6 mois autour de Paris. On est à la fin du XVe siècle, il est vrai. Mais cela vous montre quand même que la question du loup, au moins en histoire, et jusqu'au XIXe siècle, a été importante pour les villes. Autre bête, plus importante que la bête du Gévaudan, la bête du Gâtinais, après les ravages des armées, qui ont semé des cadavres d'ailleurs, pendant la Fronde, on a pendant 3-4 ans cette bête du Gâtinais qui fait 250 morts et beaucoup plus de blessés. En fait, c'est 4-5 loups, c'est-à-dire beaucoup plus que la bête du Gévaudan. Il y a également une médiatisation qui en est faite, on a des sources, etc., mais on l'avait oublié à l'époque de la bête du Gévaudan. Et puis, tant qu'à faire, autour de Versailles, quand Versailles est établi, vous savez que c'est en 1682-83 que Versailles devient vraiment le centre politique du royaume. À ce moment-là, c'est un peu gênant pour Louis XIV de voir une corps de curés de la région qui vient se plaindre en disant « Chez nous, nos femmes et nos enfants sont dévorés par des loups. » Alors le roi, d'abord, donne de l'argent pour qu'il y ait des battues, et puis dit « J'ai une parade, mon fils est un spécialiste de la chasse aux loups. » Enfin, aujourd'hui, il est en prison très vite, mais à cette époque, il était considéré comme un sauveur de l'humanité. Et donc, il a fait des chasses aux loups, mais entre-temps,
on a quand même 200 à 250 morts, et les registres qui sont conservés m'ont permis de retrouver les traces de 157 de ces victimes qui montraient que même les abords de Versailles, de Rambouillet, étaient absolument dans une situation d'insécurité évidente à l'époque de Louis XIV. Alors on pourrait continuer, là, l'Île-de-France, je m'étais amusé à cartographier, notamment la première attaque que j'avais vue il y a très longtemps, autour de Montlhéry, de Marcoussis, ce n'est qu'un élément d'une première série d'attaques qui pullulent région par région, selon la présence d'un prédateur ou de deux prédateurs. On retrouverait ça autour d'Orléans, évidemment, où les attaques de loups n'ont pas lieu dans la forêt. Le petit chaperon rouge, il ne passe pas par la forêt pour aller voir sa grand-mère. Il passe bien entendu par les champs et par les vignes, mais le loup, il sait très bien que c'est par là qu'il passera. Et donc, quand on voit les cadavres d'enfants dévorés par des loups, c'est à la lisière de la forêt, aux portes de la forêt, dans le vignoble. Et on en a des dizaines et des dizaines, ainsi, qui s'accumulent à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Perrault, justement. Et ça continue, on continue la Loire, cette fois autour de Tours, où là, j'ai retrouvé 250 victimes, malgré les disparitions, les pertes, les lacunes, etc. 250 victimes de loups pour ces années-là. Il y en avait bien plus, rassurez-vous, il y en avait peut-être 500 ou 600, mais 250, ça permet de cartographier quand même. On voit quand même des zones de prédation de loups sur l'homme qui sont particulièrement bien marquées. Alors certains sont aveuglés par leur idée favorable à l'égard du loup. Il faut d'abord bien distinguer deux choses. On peut très bien aimer le loup, vouloir sa défense et reconnaître de bonne foi les dangers qu'il a pu causer et qu'il peut causer. Parce qu'évidemment, si on considère que tous ceux qui présentent les dangers que le loup a pu causer sont absolument contre le loup, et s'il faut être pour le loup en niant les dangers, on n'avancera pas scientifiquement. Il faut quand même qu'on soit raisonnable, qu'on ait un minimum de distance par rapport à nos prises de position à l'égard du sauvage, à l'égard de tel ou tel animal. Donc, dans ce cadre-là, quand je fais des conférences, certains, si je n'ai pas photographié le loup en 1730 ou en 1680, on ne me croira pas. Et encore, même si je le photographiais, il faudrait le photographier dans le bon sens, pour être bien sûr. Oh, puis, une analyse ADN, quand même, serait importante pour vérifier que ça ne soit pas un hybride. Mais, ce que je peux vous montrer, en tant qu'historien, c'est que les gens de l'époque, quand même, étaient traumatisés par les attaques de loups, et ils venaient également chasser le loup rapidement. C'était rare, quand même, qu'ils puissent le faire immédiatement. Mais c'est arrivé. Et là, ici, on a une assemblée de village qui montre qu'il y a une chasse au loup qui a été faite, et on a retrouvé, effectivement, on a éventré le loup qui venait dévorer une partie de victime, et on a retrouvé dans le corps du loup, dans le ventre du loup, une partie des ossements de la victime, dont le reste n'était pas loin. Donc là, comme on a un témoignage visuel d'une chasse qui a eu lieu dans les heures qui ont suivi, évidemment, et la pléiade de signatures est là pour essayer, je ne sais pas si ça marchera quand même, mais de lutter contre l'incrédulité des gens du XXIe siècle. Enfin bon, on fera ce qu'on pourra. En tout cas, autant qu'il était possible, on a le chirurgien qui est là, on a les témoins, ils essayent vraiment d'attester pour qu'il y ait une preuve qui soit donnée. Donc dans ces conditions, et il faut bien voir que les attaques sur les animaux étaient infiniment plus importantes que les attaques sur l'homme, les pouvoirs publics ont comme politique d'intervention de pourchasser le loup. Et pour cela, ils ont plusieurs éléments à leur disposition. D'abord, la louveterie. Alors c'est unique. Le loup a la capacité d'avoir créé en France une institution unique qui a plus de 1000 ans. Vous en connaissez beaucoup, vous? Des institutions qui ont plus de 1000 ans? Moi, j'en connais qu'une. C'est le Saint-Siège. Eh bien, en dehors de Rome, c'est en France qu'il faut aller pour trouver, avec la louveterie, une institution qui remonte à 2 capitulaires carolingiens du début du IXe siècle. Bon, je ne m'étendrai pas sur l'évolution de l'institution, mais c'est quand même très important. On a une institution dédiée à la chasse au loup depuis le Haut Moyen-Âge et qui existe encore aujourd'hui. Peut-être que parmi vous, il y a des lieux dans la louveterie. En tout cas, il y en a 6 ou 7 en Seine-Maritime. Et plus de 900 en France. Sous l'Ancien Régime, il y en avait beaucoup moins. Et là, je vous ai fait la carte, en quelque sorte. Vous avez votre lieutenant, vous êtes content, près de Rouen, c'est sûr. J'en ai un près de Caen, je suis content aussi. Mais on n'en a pas dans toute la France quand même, parce que la France n'était pas centralisée avec un régime unique. Et on voit notamment qu'en Provence, par exemple, en Languedoc, en Bretagne, il n'y a pas de lieutenant de louveterie. Pourquoi? Parce que ces provinces s'auto-administraient avec des États provinciaux. Alors, il y a bien eu à un moment donné, il y a eu un loup enragé en Bretagne, et les curés ont dit ça serait peut-être bien de faire comme les voisins, qu'il y ait des lieutenants de louveterie, qu'il y ait des primes, etc.
Et le ministre Necker a dit, mais oui, ce serait très bien, mais le roi ne peut rien faire, c'est nos seigneurs, les États provinciaux de Bretagne qui décident. Et même chose en Languedoc. Donc vous voyez que ça a favorisé le développement du loup, la division des hommes. Okay, il existe encore aujourd'hui, hein. Mais en tout cas encore plus quand le loup était bien plus nombreux, bien plus important. Donc cette louveterie, recréée au XIXe siècle, joue un rôle important jusqu'à aujourd'hui, de chasse au loup jusqu'en 1850-60, et ensuite de battu au sanglier quand le loup vraiment s'efface derrière les autres animaux nuisibles. Alors il y a eu également les chasses particulières qui sont liées à la haute noblesse, qui avait un équipage de chasse dédié au loup. C'est très compliqué de chasser le loup. Le loup est un animal extrêmement endurant, extrêmement intelligent, qui donne le change, comme on dit, et qui vraiment crée un sport très recherché par l'aristocratie parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir le trouver pour un loup adulte. Et le grand dauphin était un de ses spécialistes. Vous voyez les chasses du grand dauphin. Sur une période de 30 ans, il a fait plus de 1022 chasses au loup que j'ai cartographiées ici. Il a contribué en grande partie à dépeupler les forêts de l'Île-de-France de la présence du loup. Et puis, troisième élément tout à fait intéressant, le loup est l'un des rares animaux, et quasiment le seul en France, à avoir suscité le droit de porter des armes et de les utiliser collectivement à travers des grandes chasses qu'on appelait des battues au loup, des huées au loup, parce qu'il s'agissait de convoquer tous les chasseurs et même tous les chefs de famille de plusieurs villages, de plusieurs paroisses, 5, 6, 10, 15, 20, de chasses qui rassemblaient des centaines, voire des milliers de traqueurs qui, avec des instruments à percussion, des casseroles, faisaient un vacarme épouvantable, faisant fuir devant eux toute la faune sauvage vers une ligne de tireurs qui étaient postés à l'affût pour essayer d'abattre les loups. Mais le loup est un animal très intelligent et les battues qui souvent avaient lieu dans des espaces très difficiles et très, très vastes étaient en partie infructueuses. Mais le loup a été jusqu'à pousser un chef de l'État, vous me direz, il y en a un autre, il y a 2 jours ou 3 jours à peine, qui commence à se rendre compte du problème, mais en 1583, Henri III, roi de France, décide que désormais, tous les 3 mois, il y aura des battues au loup dans tout le royaume. Pourquoi? Parce que le loup est un danger public, d'abord pour les hommes, mais surtout pour les femmes et les enfants, je l'ai dit, mais aussi pour le bétail. Et que pendant les guerres de religion, les hommes s'étant habitués à s'entretuer eux-mêmes, ont réduit la pression de la chasse. Et dans ces conditions, à chaque fois que l'homme cède le pas ou est divisé, le loup s'infiltre, parce que le loup sait très bien voir le rapport de force qu'il a avec l'homme. Donc, pour essayer d'endiguer les attaques de loups, au sommet de l'État, Henri III demande des battues au loup tous les 3 mois. Enfin, c'est une simple mesure théorique. Alors, bon, on pourrait les voir dans toutes les régions. J'ai mis des ordonnances de battues ici, montrant l'importance de ces événements, mais ça va jusqu'au XIXe siècle. Ici, dans le département de l'Yonne, on a tout un arrondissement qui fait une battue avec des centaines de tireurs et des milliers de traqueurs, mais les autres arrondissements font également la même chose, si bien que le même jour, il y a eu des milliers et des milliers de traqueurs et des milliers de tireurs qui ont réussi simplement à tuer 4 ou 5 loups, la plupart ayant réussi soit à fuir, soit étant blessés, à succomber dans des fourrés impénétrables. Alors bon, vous voyez l'intendant de camp hein, qui établit, lui, des primes de destruction, hein, c'est-à-dire des récompenses, hein, de même que celui de Soissons. La plupart des intendants, traduisez les préfets du XVIIIe siècle, l'ont fait. Et on a donc des ordonnances un peu partout, hein, là c'est la Touraine, qui montrent qu'on demande qu'il y ait des primes qui soient accordées, des primes en général qui représentent 3 semaines à 1 mois de salaire. Donc c'est quand même très important dans des sociétés de survie très misérables, hein, qui peuvent évidemment, en chassant le loup, et encore mieux les louveteaux, c'est plus facile évidemment, arrondir les fins de mois. Simplement, les primes ne sont pas uniformes avant la Révolution, encore une fois. Vous voyez, en Bretagne, il n'y a pas de primes, alors qu'à Caen, il y en a, ou à Tours, il y en a. Donc, évidemment, la pression de la chasse est très inégale. Hein, et le loup le comprend instinctivement. Le loup va évidemment davantage là où l'homme est faible, là où l'homme est moins puissant, en quelque sorte. Quand l'homme est moins redoutable, le loup est un peu moins prudent.
Et quand l'homme est redoutable, le loup est très craintif. Alors, on a des primes, des états de primes, des bordereaux qui montrent qu'on peut recevoir une gratification. Là, je vous en donne une pour la Franche-Comté. Et vous voyez que c'est marqué qu'on doit mettre en morceaux la tête. Là, c'est une louve. Pourquoi ? Parce que l'État ou l'administration a peur de la fraude. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était tellement tentant d'avoir 24 livres avec sa tête de loup et de la rapporter pour ensuite la représenter à l'administrateur voisin pour avoir une deuxième prime le lendemain, qu'il fallait éviter la fraude. Donc, dans ces conditions, l'administration qui compte ses sous, qui n'est pas d'une générosité extraordinaire, elle surveille, si bien que les documents qu'elle nous produit sont très largement vérifiés. On évite quand même de faire des bêtises. Bon, alors, je ne vais pas détailler, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est très amusant parce qu'on a plein de documents. Pour avoir la prime, il faut que le curé, que le syndic, que le maire, que les témoins vérifient, prouvent en quelque sorte que ce jour-là, il y a bien eu destruction du loup, etc. Et puis que le chasseur apporte la tête du loup auprès du représentant de l'intendant pour avoir droit à la prime plusieurs semaines après. Et puis, il y a des preuves naturelles, parce qu'on devait, pour évidemment éviter la fraude, on fracassait la tête ou on coupait les oreilles du loup. Et là, quelle n'est pas la surprise de l'historien de retrouver quelques-unes de ces preuves qui ont traversé les siècles. Vous avez des oreilles de loup qui, ici, sont conservées dans différents types d'archives qui vous donnent la preuve tangible, en quelque sorte, de la réalité de ces loups du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Alors vous me direz, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres? Parce que ça puait. Et que les administrateurs nous disent 3 jours après, on ne s'en sort plus, on met tout à la poubelle. On n'allait pas garder ces preuves naturalistes pendant des mois et des mois. Donc là, c'est des conditions exceptionnelles qui expliquent que j'ai retrouvé, tout à fait stupéfiant, dans un carton que personne n'avait vu, depuis, rassurez-vous, c'est sous vitrine, dans les archives de l'Oise, ces magnifiques paires de jeunes loups de 1827, 8 oreilles de jeunes loups qui ont presque 2 siècles, et qui étaient gardées en preuve, mais bien protégés dans les archives. Et puis, évidemment, en dehors des primes, quand on peut rapporter la peau du loup, la mettre sur un mannequin et faire la quête au loup, comme on dit, pour obtenir quand même un complément d'argent auprès des populations qui étaient rassurées qu'on avait tué des loups et qui considéraient à l'époque qu'un chasseur de loups, c'était quelqu'un qui avait en quelque sorte le droit d'être récompensé. Et là, je vous ai fait figurer la dernière dépouille de loup qui a été primée en France, à Saint-Jacques-des-Blats, dans le Cantal, en 1927 par l'État. Ceci dit, quand je fais des conférences, quelquefois, beaucoup de gens me disent « Mais moi, je me rappelle que mon grand-père, mon arrière-grand-père, voire mon arrière-arrière-grand-père, avait abattu un loup, avait une prime, et exceptionnellement, on me dit « Mais j'ai conservé les preuves de la prime. » Et là, c'est le cas de ce trophée de loup qui n'est pas dans un château, mais qui simplement dans une ferme de la Haute-Marne, où l'une de mes interlocutrices avait bien voulu me fournir, évidemment, ces preuves matérielles. On voit aux carnassières, aux canines, qu'on ne va pas trop ergoter sur la biologie de l'animal. Par contre, vous pourriez ergoter sur les primes elles-mêmes. Je vous ai fait figurer en preuve à charge, en quelque sorte, témoin, les dernières primes au loup que j'ai retrouvées. À gauche, la prime de 1927, donnée par l'État français, selon les lois de 1887 et de 1903, dans le Cantal. À droite, la dernière prime pour un louveteau, donnée en 1929 sur avis du préfet, dans les mêmes conditions. Retenez bien les dates. C'est un peu comme le jeu tout à l'heure. 1927 et 1929. Retenez-les bien. Ça va vous servir dans quelques secondes. En 1954, on arrive à une époque que vous avez peut-être connue, en tout cas pas si loin que ça, 1954. On a un couple de loups qui venait de l'Italie déjà, précurseur, qui est repéré à une époque où le loup est encore chassable. Et il y a une battue au loup qui a eu lieu, une battue aérienne d'ailleurs, et il y a eu d'ailleurs les cinémas Pathé qui a tout filmé, et dans les actualités cinématographiques, on a filmé tout ça. Le mâle a été tué, et les chasseurs demandent la prime. Et ça remonte à l'État. Qu'est-ce que fait l'État? Le ministère de l'Agriculture. Oh, c'est super ce que vous avez fait, c'est très très bien, félicitations, mais on n'a plus de sous. Puis évidemment, il faut que l'État, quand même, ait un justificatif. On ne peut pas dire que ça, qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc l'État se fend de dire, depuis 1925, vous avez retenu les dates de tout à l'heure, je ne vous dis rien, je suis fonctionnaire d'État, donc je ne ferai pas de commentaires. Depuis 1925, l'État n'attribue plus de primes au sein du ministère de l'Agriculture.
Donc, comme depuis 1925, j'ai bien dit 25, il n'y en a plus, l'État qui se défausse sans problème en disant « Mais le Conseil général de l'Isère, lui, il a le droit de donner une prime. La loi de Napoléon n'est pas abolie. » Et aussitôt, le Conseil général de l'Isère, poussé par l'État, donne 2 primes de 5 000 francs aux 2 chasseurs qui ramassent une prime dans une région même où, 50 ans plus tard, 2 autres chasseurs écoperont d'une amende de 5 000 et 7 000 euros. Entre-temps, évidemment, le statut du loup aura été diamétralement changé. Donc voilà, pour conclure, je dirais que si vous voulez en savoir plus, parce qu'on n'aura qu'une demi-heure de débat, évidemment, je vous conseille de regarder mes livres, éventuellement de les prendre, et je vous les dédicace. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tout simplement ouvrir Internet, et dans le monde, il y a un site unique sur le loup dans l'histoire qui s'appelle Homme et Loup, j'en ai parlé, et vous avez pour tous les départements français, pour toutes les époques concernées, un état des lieux. La chasse au loup, les sources sur le loup, la question de la rage, et les attaques de loups prédateurs et leurs victimes. Donc, si vous descendez de familles de victimes, si vous vous intéressez à un département ou à un autre, allez-y, allez-y, c'est fait pour vous. Et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont fait des commentaires et ont orienté l'historien vers d'autres sources historiques qu'il a fallu contrôler, bien entendu, mais qui ont pu également compléter le site. Et puis, évidemment, alors parmi la production des livres dont j'ai parlé, certains sont ici, il y en a peu. Celui du centre, Vivre avec le loup, 3000 ans de conflit, ça a été le bilan d'un symposium que j'ai tenu à Saint-Martin-Vésubie, au lieu même vraiment où le loup faisait mal, hein, au milieu des zones de bergers et d'éleveurs, et qui a rassemblé des bergers, des éleveurs et des scientifiques sur la question du loup. Et puis, on a vu que les loups, c'était d'abord les paysans qu'on appelait les croquants, qui étaient vraiment les principales victimes. Et là, donc, depuis quelques mois, j'ai voulu faire une grande fresque sur cette mémoire des croquants, traversée par le loup, qu'on voit jaillir vraiment quasiment tous les 2 ou 3 années, dans des épisodes dramatiques, évidemment, le plus souvent, mais on voit également la chasse au loup. Et puis enfin, à droite, un ouvrage collectif que j'ai voulu lancer avec des géographes, des sociologues, des biologistes, des ethnologues, qui permet de repenser notre idée du sauvage à partir du retour du loup. Et c'est une sorte de confrontation de points de vue qui arrive avec celui de l'historien, notamment les attaques sur l'homme et le bilan, mais également d'autres points de vue. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Merci à vous, Jean-Marc Morisseau. Je vous propose, il est 21h08, nous avons voilà, une petite demi-heure pour vos questions. Je vois déjà une première main qui se lève. Monsieur, allez-y. En 1967, dans le nord de la Seine-et-Marne, j'ai vu un loup. Vous êtes sûrement au courant de cette histoire. Gèvres-le-Chapitre Comment autour de Gèvres-le-Chapitre, au nord de la Seine-et-Marne, à Gèvres-le-Chapitre. Oui. Il y a eu un loup, au nord de Meaux, si vous voulez, en quelque sorte, qui a été aperçu. Et il y a eu quelques articles de presse, effectivement. Oui, alors le loup a été attrapé, je ne sais pas comment, par un agriculteur. Donc je suis allé le voir, je l'ai vu. Et c'était vraiment un loup. Enfin, j'en avais pas vu avant, à vrai dire. Donc, on a dit à l'époque qu'il venait de Pologne, puisque un loup peut parcourir quand même beaucoup de kilomètres assez rapidement. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu ce loup ensuite. Je ne sais pas du tout quelle a été la suite de cette histoire. Et ma deuxième question, j'ai vu un loup empaillé alors cette fois c'est dans le département de la Somme, à la limite du Pas-de-Calais, donc un loup empaillé qui aurait été le dernier loup tué dans la région au XIXe siècle, et ce loup est blanc. Il y a des cas d'albinisme aussi chez le loup peut-être. Alors, je suis historien et pas biologiste. Et donc, je donne souvent la parole à mes collègues quand même pour identifier les caractéristiques génétiques de ces loups du passé. Mais je rebondis sur votre intervention pour dire que toute une étude nationale devrait être faite. Pourquoi pas la faire financer par le Conseil régional normand, hein, une étude nationale sur tous les trophées et les restes de loups naturalisés dans les muséums, chez les particuliers également, parce que ces restes sont du XIXe siècle, voire quelques-uns du XVIIIe siècle,
Et on pourrait, par des analyses génétiques et des analyses anthropométriques et biologiques, évidemment, beaucoup mieux circonscrire la variété des loups historiques, j'allais dire, avant le retour du loup de l'Italie. Là, il y a un très beau sujet de recherche qui doit se faire à l'échelle nationale et d'une manière très publique et très ouverte. Alors, je vois une main qui se lève, je vais venir vers vous, parce que je crois que vous n'avez pas de micro ici. Ah, très bien, parfait, merci. Ouais. Ouais, en fait, c'est une question d'ordre épistémologique. Vous avez posé la question, le loup est-il une espèce invasive? J'aimerais savoir... Je n'ai pas posé la question. La question a été posée, c'est pas moi. Et, surtout que le mot invasif, je l'aime pas. Hein. Mais voilà, ce n'était pas du tout ce que... Bon, mais bon, la question a été posée. C'est un terme de biologie. Oui. Bon, pour l'appliquer à l'histoire, c'est vachement plus compliqué. Donc j'aurais aimé un peu... C'est pour ça que je réponds tout de suite. Je ne prends pas à mon compte ce terme. Clairement. Par contre, que le loup soit ubiquiste, qu'il ait des capacités d'adaptation et de répartition, ça c'est sûr. Mais je refuse de m'approprier des termes d'autres disciplines scientifiques quand ils n'ont pas été évalués et en même temps critiqués avec mes collègues. Donc là, vous m'accorderez que ce n'est pas moi, je préfère le dire quand même, qui ai choisi ce terme-là, c'est-à-dire c'était la capacité d'extension géographique du loup qui était derrière, évidemment. Donc totalement. Je m'approprie l'utilisation du terme dans les idées reçues souvent utilisées qu'on retrouve. Et si je peux me permettre une deuxième question. Ouais, en fait, je reste un peu sur ma faim avec cette conférence parce que en fait, vous avez expliqué que votre travail partait de votre indignation devant les paysans victimes des attaques de loups. Et en fait, vous avez principalement démontré que le loup a attaqué l'homme, l'a attaqué beaucoup, et durant à peu près toute son histoire sur notre territoire, je pense de façon incontestable. Et vous avez commencé d'ailleurs en prenant un exemple en disant, voilà, imaginez que seulement 1% de la population des loups est capable d'attaquer l'homme. Vous imaginez donc avec 15 000 loups, le nombre d'attaques. Bon, en Italie, en Espagne, il y a des populations de plusieurs milliers de loups. Il n'y a pas d'attaque. C'est-à-dire que si on appliquait les règles de pourcentage, ce serait du pour 1000 ou du pour 10 000. Et du coup, ça fait naître une autre question, c'est il semble évident qu'il y ait des conditions historiques autres, justement, que ces histoires de population qui vont favoriser ces attaques sur l'homme, ou même sur les troupeaux. Et justement, j'attendais un peu de votre exposé quelque chose qui révèle un peu les conditions de ces comportements-là. Et bon, il y a un peu des éléments avec la rage, avec les populations de bergers qui n'existent plus maintenant, mais je ne sais pas si vous pouviez un peu développer là-dessus. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. D'abord, j'en ai pas eu beaucoup, même dans la conférence. Hein, et donc, comme tout conférencier en 40-45 minutes, évidemment, son discours est réducteur. D'autre part, et donc, on peut en discuter. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas, comment dire, la question uniquement du bétail qui m'intéressait, c'était bien affiché pourquoi y a-t-il un conflit aussi longtemps enraciné entre l'homme et le loup. Quelles sont les sources de ce conflit? Et je voulais aller vérifier un certain nombre d'idées reçues. Bon. Il est vrai, je n'ai pas voulu prendre 10 minutes ou un quart d'heure sur des attaques sur le bétail. Hein, on est bien d'accord. Alors, j'y reviens. Mais il y a eu 3 séries de questions. Il y avait la question de l'indignation. Non, je ne suis pas parti de l'indignation, mais je me suis senti concerné. Je préférais que vous parliez d'interpellation. Je me suis senti interpellé en tant que spécialiste de l'histoire rurale depuis 20 ans, et connaissant un peu le loup dans son histoire, sur le fait qu'aucun historien n'était intervenu dans un débat de société pour lequel les seules victimes actuelles étaient une minorité de la population qui payait au prix fort, évidemment, le retour du loup. Et je me disais, c'est une sorte de lâcheté. Allons voir ce qu'il en est et faisons un tableau général, un bilan, une recherche globale. Donc l'indignation, elle est peut-être venue après. Et dans certains cas,
évident, mais pas dans d'autres. C'est une interpellation. Donc, il faut bien rectifier. Si j'ai employé le mot indignation, j'ai eu tort, mais je ne me rappelle pas l'avoir employé. Non, je dis ça parce que à chaque fois que j'interviens dans une assemblée, il est très facile, en quelque sorte, de trouver un autre terme pour désigner un de mes propos et un terme qui a une valeur sémantique différente avec une connotation. Donc, j'évite à la base ce problème. Par contre, ce que je n'évacue pas, et qui me paraît tout à fait important, je l'ai dit 2 fois, mais je vous accorde qu'on aurait pu passer 10 minutes de plus, que l'essentiel, ce n'est pas les attaques sur l'homme. J'y étais attentif parce qu'il y a une sorte de négationnisme qui règne en général et qui fait que si on parle d'attaques sur l'homme, on est contre le loup, il ne faut pas le dire. Et l'un des journalistes écologistes qui avait rendu compte de mon premier livre, Fabrice Nicolino, s'était fait lyncher sur Internet par des amis écologistes qui disaient « tu n'as pas le droit de le dire ». Donc c'est énervant de se sentir en quelque sorte derrière des oukases soviétiques, on n'a pas le droit de parler de quelque chose. Par contre, je vous rejoins sur le fait que, au point de vue quantitatif, c'est les attaques sur le bétail qui ont posé le plus de problèmes à l'homme et largement. J'ai dit quand même qu'il y avait 5 à 8 000 chevaux, 10 000 bovins et 100 000 moutons chaque année. C'est beaucoup plus quand même que 100 ou 150 hommes, ou 200 ou 300 hommes. Donc l'échelle est quand même pas la même. Simplement, il y a 2 choses. La première, c'est que selon les années, les époques et les ressources en gibier, notamment, les prédations des loups sur les animaux d'élevage seront plus ou moins importantes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité qu'on voit aujourd'hui, on ne la comprend pas, mais l'historien la voit très bien, c'est que le risque est extrêmement inégal d'une région à une autre, et au sein d'une même région, d'une exploitation à une autre. Parce que le loup ne cherche pas à faire une prédation équivalente partout. Cela dépend des occasions, des circonstances. Le loup est un animal opportuniste qui sait gérer en quelque sorte sa vie, s'adapter. Et donc il y aura effectivement des exploitations très touchées où le loup reviendra, alors que d'autres à côté ne le seront pas, ou beaucoup moins. Et ça, c'est une évidence aujourd'hui maintenant, mais c'est une évidence pour l'historien également. Reste à voir, ce qui me paraissait quand même important, la place de l'animal domestique, attaqué par le loup ou tué par le loup, dans les sociétés du passé, qui n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire comprendre, avec les vaches et les chevaux, que bien entendu, ces animaux avaient une place importante en agriculture. J'aurais dû dire que 85% de la population était rurale et que 70% de la population était paysanne, mais que les 15% de population citadine étaient également concernés par le loup, ne serait-ce que par les moyens de transport, les placements financiers, les activités industrielles, etc. Voilà quel était mon propos. Donc j'ai essayé de compléter un peu, mais dans le cadre imparti. Alors, oui, il y a plusieurs mains levées. Alors, monsieur là-haut, vous avez le micro, ensuite ce monsieur, et puis ici. Alors, une question. Donc, le loup merci. Le loup a fini par être exterminé en France à peu près au début du XXe siècle. Est-ce que c'est lié à une meilleure organisation de l'État? Est-ce que c'est ça la cause? Ce sera ma première question. Je réponds question par question, parce que sinon je ne les retrouverai plus. Oui, c'est lié à la volonté des hommes de la Troisième République d'en finir avec le loup, en prenant les grands moyens. Les grands moyens, ça a été de multiplier par 7, voire par 10, les primes qui étaient accordées pour la gestion des loups. Première chose. Deuxième chose, de rendre ces primes directement opérationnelles en les donnant au ministère de l'Agriculture et en obligeant les administrateurs à les donner dans les semaines qui suivaient la prise du loup, alors qu'avant, cela traînait. Donc ça, c'est évident. Les 5 années qui suivent cette loi de la Troisième République voient une recrudescence extraordinaire des primes et des destructions de loups, plus d'1 millier chaque année. Et au bout de 5 ans, on n'était plus au XVIIe siècle. La population de loups qui était en France, peut-être 4 ou 5 000, ne pouvait plus se reproduire. Donc le déclin était continuel. La deuxième raison, c'est que la puissance de feu de l'homme a été multipliée avec le fusil à 2 coups, puis le fusil à répétition, à partir de 1840 et 1850. Avant, il fallait voir l'efficacité du fusil à 1 coup et du fusil à poudre, qui était très, très hasardeuse. La troisième raison,
c'est que le permis de chasse était multiplié par 10 entre la Révolution et 1850. Donc, ça fait beaucoup. On pourrait ajouter comme raison que la plupart des maires du XIXe siècle, qui étaient des maires ruraux, étaient les premiers concernés par le loup et les premiers à organiser des chasses chez eux. Mais s'il fallait une raison principale, c'est la multiplication extraordinaire des primes réelles données par l'État cette fois et pas par les départements qui a accéléré le nombre de chasseurs. Ma deuxième question, elle serait sur votre méthodologie de travail, parce que moi, ça me paraît monstrueux de trouver toutes ces informations, les registres que vous avez consultés. Alors, comment est-ce que vous pouvez me dire comment vous y prenez pour accumuler toutes ces données, s'il vous plaît? Alors, d'abord, un historien, c'est un scientifique courageux, c'est-à-dire qui va dans les archives, qui compile beaucoup de données. Un historien, c'est quelqu'un qui lit et qui parcourt des milliers, voire des dizaines de milliers de documents. Hein, enfin, un véritable historien, en tout cas. Hein. Et donc, il passe sa vie dans les archives, c'est une passion. Je veux dire, c'est pas, il n'a pas sa montre en disant « Allez, j'ai fini ma journée, c'est terminé. Hein. » Donc, ça, c'est pas un problème. Deuxièmement, un historien, c'est quelqu'un qui se forme. Et donc, effectivement, il y a des sciences auxiliaires, il y a de la paléographie, il y a des sciences des écritures anciennes qui permettent d'y voir plus clair, il y a de la codicologie, de l'archivistique qui permettent de se repérer plus facilement, il y a de l'entraînement, il y a de l'expérience. Et surtout, un historien, c'est quelqu'un qui connaît le sens des termes, le sens des réalités, ce qu'est un enfant et une femme au XVIIe siècle, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, ce qu'est un loup éventuellement au XVIIIe siècle, ce qu'est l'environnement au XVIIIe siècle. Enfin bref, ça suppose une accumulation précédente. Et puis un historien, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa qualité, travaille en équipe. Il travaille en équipe d'abord avec les historiens et avec ses étudiants. Ça a été mon cas. Il suscite des vocations, il suscite des thèses, il suscite des masters, il suscite même le soutien d'historiens amateurs, de sociétés savantes, de généalogistes qui apportent des documents. Et puis, un historien, pour le loup, il a intérêt quand même à tendre la main aux biologistes, à l'éthologue, aux médecins, aux vétérinaires, aux géographes, aux sociologues. Et c'est pour ça que l'enquête que j'ai menée, elle s'est voulue interdisciplinaire. Et donc, même s'il est très courageux, il ne fait pas tout seul. Il verra des milliers de documents, mais d'autres en verront autant que lui. Et il va confronter tout cela et mettre en musique, j'allais dire tout cela, interroger ses confrères d'autres domaines scientifiques et, à partir de là, établir des bases de données comme le site Homelou, dont j'ai parlé, par exemple, ou comme un certain nombre de travaux qui figurent sur cette table. Donc, en gros, il faut du temps, il faut du courage, il faut se remettre en question, il faut travailler en équipe et il faut travailler en interdisciplinarité. Mais bon, tout ça, ça se fait naturellement, hein, mais ça ne se fait pas en un jour. Alors, monsieur, s'il vous plaît, alors, le temps passe vite, alors essayez de faire des questions courtes. Oui, merci. ce sera rapide. Juste à côté de Rouen, il y a une localité qui s'appelle Canteleu. Et puis, il y a le rond-point du Loup, le Chêne-Alleux, enfin, il y a du loup partout. Et y a-t-il eu vraiment beaucoup de loups dans cette région? Oui. En Normandie, il y a deux régions. Il y a la vôtre, j'allais dire, avec les grandes forêts autour de Rouen, où le loup s'est perpétué jusqu'au milieu du XIXe siècle et où il a joué un rôle important. Et il y a le bocage normand ou le Calvados, la plaine de Caen, où là, le loup a disparu depuis les battues au loup du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, avec un système d'élevage un peu différent d'ailleurs. Donc oui, incontestablement. Maintenant, pour terminer, ces emplacements qui font appel au loup, on a peut-être 150 000 lieux en France qui font référence au loup. C'est considérable. Le loup, l'animal sauvage qui a laissé son empreinte la plus importante partout. Alors si on élimine des faux loups, c'est-à-dire des termes qui font penser au loup, mais qui ne sont pas dérivés du loup, parce qu'il y a aussi des contresens linguistiques, je parlais des scientifiques, il y a les linguistes aussi, une grande partie de notre patrimoine linguistique en matière d'animal sauvage est liée au loup. Et donc, on en a un éventail extraordinaire dans tous les patois et les dialectes que la France a pu connaître. Donc ce n'est pas propre à la Normandie, mais ça montre que c'était une région où la place du loup était importante. Et d'ailleurs, dans le Roumois, il y a un lieu dit la Louveterie qui apparaissait peut-être sur votre carte de cette vieille institution. Monsieur. Votre exposé, vous avez présenté 2 cartes d'expansion du loup. Est-ce que vos travaux peuvent permettre de prévoir dans combien d'années
le loup sera présent en Normandie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la population, c'est 450 loups à peu près en France à peu près aujourd'hui. 450. Alors, bon, je n'ai pas le temps d'épiloguer, parce qu'il faut être très prudent. Le loup est une question qui divise les hommes aujourd'hui, y compris ceux qui le gèrent. Hein, il n'y a pas unanimité. C'est une sorte, en quelque sorte, d'animal à la fois fascinant, il faut le reconnaître, mais qui suscite beaucoup de désaccords. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas la prétention d'éclairer l'avenir. Par contre, effectivement, je peux avoir le droit de dire que quand un spécialiste du loup dit aux Auvergnats « Soyez tranquilles, le loup n'a jamais attaqué de génisse, il n'a jamais attaqué de vache, le loup n'attaque que les ovins », je trouve que c'est une vraie bêtise. Là, l'historien pourrait lui dire quand même « Ne dites pas ça aux agriculteurs, n'allez pas les effrayer pour autant, mais ne semez pas des contre-vérités. » Quand près de Grenoble, des génisses ont été abattus par des loups il y a une quinzaine d'années, le Dauphiné libéré a fait un gros titre là-dessus et l'opinion publique s'est émue parce que personne ne lui avait dit que le loup pouvait aussi attaquer des génisses ou des veaux, ce qui paraît. Donc l'historien peut quand même apporter beaucoup d'éléments sur le comportement des animaux sauvages dans l'environnement du passé pour en voir un certain nombre de manifestations, voire de cas extrêmes qui peuvent éclairer le présent et l'avenir. Mais il n'a pas à s'ingérer comme donneur de leçons, parce que c'est terrifiant de donner des leçons, et avec le loup, je connais même quelquefois des scientifiques, mais en général c'est des défenseur de l'animal qui n'hésitent pas à donner des leçons aux autres en faisant payer les conséquences aux autres. Je n'aurais pas cette prétention-là. Je pense qu'on peut éclairer, éviter de dire des bêtises, on peut pousser à être prudent, et l'historien peut pousser aussi à territorialiser les choses. Hein. Et puis, l'historien révèle des choses. Hein. Il y a quand même des éléments qu'on ne dit pas. Et l'historien est encore libre jusqu'à présent en France, il ne va pas en prison, il peut donner des vérités appuyées sur des documents et sur des faits. Mais ça ne fait pas toujours plaisir. Alors, monsieur là-haut, et puis ensuite madame. Bonjour. Alors, vous avez dit... Alors, vous pouvez lever la main, que oui, monsieur Morisseau vous voit. Ah, merci. Voilà, merci. Vous l'avez dit, vous êtes historien et pas biologiste, mais j'aurais voulu savoir si, comment ça se faisait qu'un loup, une proportion du loup se mette à chasser l'homme et que toute la meute ne chasse pas l'homme elle-même. C'est génétique ou par apprentissage? Alors, j'en ai discuté souvent avec des biologistes, avec des éthologues, mais et on aboutit à une même convergence, que l'historien appuie sur des faits du passé récurrents. Comment dire? Sauf cas minoritaires, il y en a. Dans 20% des cas, on a 2 loups, tout à l'heure, oui, on a 2 loups qui attaquent, voire 3, voire 4, voire 5. Et dans mes livres, je donne ces cas-là. Ça existe. Bon, et il ne faut pas les nier, notamment pour prendre des grosses proies. C'est là qu'on a des femmes de 20 ans, 30 ans, voire quelques hommes adultes qui sont victimes de loups. Mais dans 80% des cas, c'est quand même la majorité, il s'agit d'un loup unique. Alors, tout laisse à penser, parce qu'évidemment, on n'était pas là pour faire des études comportementalistes, hein, tout laisse à penser qu'il s'agit de ce qu'on appelle des individus disperseurs, qui aujourd'hui sont à la recherche de territoires, qui sont à la recherche de constitution de meutes, qui sont exclus de leur propre meute, qui sont obligés en quelque sorte d'avoir des comportements alimentaires qui peuvent varier par rapport au comportement classique des meutes. Et moi, ce que je vois, c'est que dans 80% des cas, c'est des individus isolés, en général des loups adultes, hein, des loups de 3 ans, de 4 ans ou de 5 ans, bien entendu. Donc voilà, ça ne peut être qu'une hypothèse très plausible que j'ai. Et le deuxième élément, quand même, je veux dire à la charge de l'homme, cette fois, c'est qu'il y a des contextes qui l'expliquent. Une fois sur 2, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est qu'une fois sur 2. Les attaques de loups sur l'homme interviennent dans des zones où l'homme s'est entretué lui-même et où il a semé des cadavres. Et ça commence par des actes de nécrophagie. Et ça se poursuit après la guerre par des actes d'anthropophagie sur les plus faibles. C'est récurrent, c'est très fréquent, etc.
Mais il y a des cas, je suis obligé de dire, il n'y a pas eu du tout, comment dire, de guerre civile, il n'y a pas eu de cadavres, etc. Je suis bien obligé de dire, en tant qu'historien, j'ai des centaines et des centaines de cas où, là, je n'ai pas cet élément-là. Donc, vous voyez, j'y vais à tâtons à chaque fois, mais il y a des faisceaux de preuves qui permettent d'écarter des idées toutes faites, qu'on voit notamment dans la presse à sensation. Sauf exception, il ne faut jamais dire jamais, sinon il n'y a pas de horde de loups qui par dizaines attaqueraient l'homme. Ça, c'est un produit de l'imagination. La réalité ordinaire, c'est un loup unique. Mais il arrive de temps en temps qu'il y ait 2 loups, voire 3, 4 ou 5. Voilà, je ne vais pas au-delà. Madame. Oui, en dehors du petit chaperon rouge, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la littérature romantique, ou romanesque plutôt, où l'on parle de loup, et d'autre part, la présence du loup dans les chansons et danses traditionnelles, elle est importante. Bien sûr. Ah ben, c'est tout. Il y aurait à passer toute une journée sur la place du loup dans la littérature, cela va de soi, y compris d'ailleurs une place quelquefois très différente de celle qu'il occupe dans les contes de Perrault. Mais si cette place est si importante, c'est parce que en Europe, il y avait des dizaines de milliers de loups, et que le loup était un animal très commun, et que les habitants des villes et des campagnes le connaissaient infiniment mieux que nous. Dans une existence humaine, il était rare qu'on n'ait pas rencontré le loup. Alors qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, voir un loup naturel, c'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, on peut renvoyer aux ouvrages et aux travaux de votre collègue Michel Pastoureau, qui s'est beaucoup intéressé, lui, à la place du loup dans la culture, l'ours aussi également, dans une approche un peu plus culturelle. Alors, jeune demoiselle, allez-y. Alors, bonsoir. Alors, ma question, c'est si la légende des loups-garous ont un rapport avec les loups qui mordent avec la rage. Alors, les loups-garous, aucun rapport avec la rage, ça c'est sûr. Par contre, des rapports évidents avec les loups prédateurs. Le loup-garou a 2 sens. Bon, l'homme qui se transforme en loup, ça c'est le sens littéraire, symbolique, etc., la nuit, et qui redevient homme après. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup de preuves. Par contre, il y a un 2e sens que tout le monde oublie. Loup-garou, ça veut dire le loup dont il faut se garer. Se garer de quelque chose, ça veut dire se protéger, se méfier. Ça veut dire, dans le langage commun, un loup qui sort de l'ordinaire parce qu'il peut être dangereux pour l'homme. Et alors là, en tant qu'historien, je peux vous garantir qu'il y a des centaines de cas de loups mangeurs d'enfants, de loups biologiques, j'y peux rien, qui ne se transforment pas en hommes, qui étaient des loups, qui mangeaient des enfants. Et évidemment, les habitants des campagnes les traitaient de loups-garous. Et puis en plus, il y a un autre élément, c'est que malgré tout, ça crée un traumatisme. Il n'y avait pas d'accompagnement psychologique comme aujourd'hui pour les victimes ou leurs parents. Et quand un loup, ou plusieurs, semait la terreur pendant des mois ou des années, et qu'il y avait des victimes en série, il y avait un choc psychologique quand même. Et donc, dans ces conditions, on parlait de bêtes, et pas de loups. On considérait qu'il n'y avait qu'une bête, alors qu'il y avait peut-être 2, 3 loups, bien entendu. Et puis, on pensait à des phénomènes magiques. Il fallait faire le deuil de toutes ces victimes. Surtout que, comment voulez-vous distinguer physiologiquement un loup qui a attaqué un homme des dizaines d'autres loups qui n'ont jamais attaqué un homme? Il est un peu plus puissant peut-être, mais vous savez, morphologiquement, il n'y a pas grande différence en général. Donc, il n'allait pas se dire « Ah, c'est moi qui ai tué ». Il n'allait pas se dénoncer, ce loup-là. Donc, dans ces conditions, tant qu'on n'avait pas éradiqué tous les loups d'une certaine zone, le risque pouvait se reproduire. Et ça pouvait prendre du temps. D'où la persistance de ces bêtes-là. Eh bien, c'était plus facile de dire qu'il y avait un sorcier ou qu'il y avait quelqu'un dont on se méfiait qui pouvait se transformer en loup, qui finalement était à l'origine de cela. Et j'irai même plus loin. À cause du loup, des hommes ont péri sur le bûcher. Ça va à l'encontre, évidemment, de ce qu'on aime dire aujourd'hui. Mais ça ne va pas du tout à l'encontre des réalités du XVIe et du XVIIe siècle, et des chasses aux sorcières. En effet, il y avait des enfants dévorés. Mais c'était quand même pas facile, quand le loup n'arrive, on ne le voyait pas, de dire c'est sûrement un loup,
C'était tellement plus facile dans des sociétés du passé d'avoir une pensée magique en disant c'est un sorcier, c'est un loup-garou, etc. C'est quelqu'un de monstrueux qui se change. Au moins, on y comprenait quelque chose, puis on le mettait à la justice, il était pendu, brûlé. On était tranquille, on avait exorcisé la peur, en quelque sorte. Eh bien là, je peux vous garantir que là, je mettrai ma main à couper. Je ne sais pas combien, des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien, de loups-garous, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire d'hommes qui étaient qualifiés d'avoir des dons de sorcellerie ou qui étaient mal vus par leur entourage, qui ont été brûlés vifs parce qu'on les accusait des loups-garous, alors que c'était des vrais loups qui avaient tué les enfants. Alors, il est 21h36. Une dernière question, et pour qu'ensuite vous puissiez venir consulter les ouvrages, peut-être vous les faire dédicacer par M. Maurice. Oui, bonsoir. Ma question sera très... C'est où? Parce que... Ici, justement. Merci. Oui. Je suis aveuglé par les lumières, et donc vous me voyez très bien. Ma question sera très courte. Est-ce que le chien est un loup apprivoisé? Alors là, c'est ce que l'on dit, mais ça remonte à des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Soit c'est des cousins, soit effectivement c'est ce que vous dites. J'ai aucune compétence pour apporter un élément supplémentaire à cela. Par contre, quand vous parlez du chien, il faut que j'intervienne quand même sur quelques éléments. D'abord, les fameux chiens errants, et ensuite les hybrides, parce que ça empoisonne en quelque sorte les débats sur la question du loup. Les chiens errants. Incontestablement, avant l'arrivée du loup en France, il y avait des chiens errants qui ont tué des brebis, qui ont fait des victimes parmi les moutons et les chèvres de plusieurs départements de notre territoire, incontestablement. Simplement, c'est tellement facile de dire « oh, c'est pas un loup, c'est un chien errant ». Quand le loup est revenu, le loup adore le chien. Enfin, il l'adore, je veux dire qu'il le mange avec prédilection. Donc, le loup ne supporte pas beaucoup d'avoir des chiens sur son territoire de chasse. Donc, il commence par faire le ménage. Et on a fait une statistique des attaques de canidés, domestiques ou sauvages ou semi-sauvages, sur les troupeaux, en Provence notamment. Et on a vu que, brutalement, à partir de 1993-94, le nombre de victimes a été multiplié par 3, par 4, puis par 5. Et comme statistiquement le nombre de chiens errants avait baissé, c'est vraiment un mauvais débat. C'est vraiment... là, monsieur me parlait d'indignation. Là, je veux bien être indigné. Parce que quand on tord la vérité, quand on est de mauvaise foi, oui, je suis indigné. C'est vraiment un mauvais débat de dire aux éleveurs et aux bergers, écoutez, vous nous trompez, ce n'est pas des loups qui attaquent, etc. C'est des chiens errants, etc. Statistiquement, éthologiquement, historiquement, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, hein. Il en reste encore. Mais maintenant, évidemment, c'est surtout les loups, etc. Donc ça, c'est pour les chiens errants. Maintenant, il y a les hybrides. Moi, j'ai rien pour, mais j'ai rien contre le loup également. Simplement, je voudrais que mon discours ne soit pas utilisé d'une manière rustique, en quelque sorte, à charge ou à décharge à l'égard de l'animal. Or, un certain nombre de partisans du loup disent « Ah, c'est la bête, il y a marqué le mot bête, donc c'est pas un loup chouette. Hein » Ou bien « Oh, c'est un loup, oh non, non. Vous avez sa carte d'identité? C'est qui son grand-père, sa grand-mère? Il n'y avait pas un chien quelque part là-dedans? Mais que diable? Où est-on? Peu importe, les conséquences étaient les mêmes pour les sociétés. Évidemment, je ne mettrai pas ma main à couper qu'il n'y ait pas des hybrides. Évidemment, dans la génétique des loups, à la première, deuxième, troisième, quatrième génération, il peut y avoir des chiens. C'est rare, mais ça peut exister. Simplement que l'arbre ne cache pas la forêt. Même s'il y a des exceptions toujours possibles, sachons être de bon sens. Parce que pour terminer ce débat, je pense que le retour du loup, qui est revenu dans un contexte vraiment protégé, nous pousse au moins à une vertu. C'est d'éviter le dogmatisme, c'est d'éviter le parti pris, c'est d'ouvrir les yeux. Que l'on soit pour, que l'on soit contre, que l'on soit à moitié pour, à moitié contre, que l'on soit loin, que l'on soit près du loup, ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs, hein. Ayons au moins une vertu. Je pense que le loup, tel qu'il est revenu, doit pousser les hommes à une vertu compliquée, qui est l'intelligence. Vertu de l'intelligence et la vertu du savoir. Merci à vous, Jean-Marc Morisseau.
Ne